Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Heads Up, donc série que les Rabilleurs ont le plaisir d'animer et qui présente des personnalités intéressantes de l'horlogerie de manière générale. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Julien Imbert-Droz. Merci Julien d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Avec ton magnifique accent Oui. franc-comtois, et je sais que tu as fait le chemin pour nous voir, donc c'est un très très grand plaisir, même si tu vois que le temps ne t'accueille pas forcément bien à Paris. Ça me change pas beaucoup du mien, donc ça va. Voilà, on est fixé. Pour parler en fait un peu des entreprises familiales où évolue Julien, un peu de l'horlogerie française, de l'horlogerie suisse et des stratégies pour le futur, pour éventuellement un jour revoir fleurir en France une industrie horlogère correcte, belle et qu'on a envie de mettre dans nos montres. Julien Imbert-Droz, je suis horloger, 5e génération d'horlogerie de la famille. Issu d'une famille d'horlogers qui a créé son entreprise en 1956, donc il y a plus de 60 ans, entreprise dédiée au service après-vente de grandes marques et aussi à l'assemblage de montres made in France. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'entreprise. J'ai évolué en tant qu'apprenti et puis après j'ai pris la direction de l'atelier, épaulé toujours par mon grand-père qui m'a formé à l'établi depuis tout jeune. Génial. Ouais. Alors je tiens à dire pour ceux qui nous regardent que en fait on s'est rencontrés avec Julien il y a quelques semaines. C'était quand qu'ils sont sortis leur C'était mi-février. Mi-février, parce qu'en fait nos amis de chez Marchlab, comme vous avez pu le voir sur le site Les Rabilleurs, si vous ne l'avez pas vu encore, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil. Marchlab essaye de plus en plus en fait de faire des choses en France. Donc ils faisaient leur assemblage en France et aujourd'hui en fait il y a un partenariat qui s'est créé entre Imbert-Droz d'un côté en France et Lajoux Perret, motoriste suisse, pour en fait assembler des mouvements suisses en France et les mettre dans ces Marchlab. Je ne sais pas si tu as peut-être deux mots à en dire de ça. Oui, la collaboration en fait elle s'est faite au départ avec la maison, la manufacture Lajoux Perret, qui nous avait approchés pour mettre leurs mouvements dans notre marque à nous, la marque Imbert-Droz, dans nos modèles de montres, mais par un petit coup de folie, je leur ai dit je veux bien, mais j'aimerais aussi assembler les mouvements dans notre atelier. Il faut savoir qu'à l'époque de mon grand-père, il y avait plus de 1000 mouvements par jour qui étaient assemblés dans notre atelier avec la belle manufacture Français Bausch. Malheureusement, tout ça a disparu. Et dans l'envie première, c'est de revenir à cette horlogerie française, à cette horlogerie byzantine, parce que Besançon est la capitale de l'horlogerie française, donc on avait vraiment à cœur de relancer ça. Et la manufacture Lajoux Perret et Jean-Claude Eggen, le patron, a décidé d'accepter ce deal. Et on a été tout de suite accompagné par Alain de Marchlab qui va au fur et à mesure du temps équiper tous ces modèles de ce mouvement franco-suisse. C'est le G100, c'est ça? C'est le G100, oui, automatique, 3 aiguilles date. Magnifique. Tu parlais de ton grand-père justement, je ne sais pas quand est-ce qu'il a, lui, sa période d'activité, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'il te racontait sur le bord de l'établi, sur tout ce phénomène de la crise du quartz? Alors aujourd'hui, on en parle à tort et à travers, parce que je sais qu'on avait en France on s'était avancé sur le quartz, on avait fait des choses, mais après on s'est fait dépasser par l'Asie, et puis on était un peu trop lent, et c'était peut-être pas assez efficace les mouvements quartz. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous dire comment c'était avant et après la crise du quartz, et pourquoi en fait on a perdu ce savoir-faire en fait? Mon grand-père, il a démarré à l'âge de 14 ans, à côté de son père. Il était chez LIP au départ, puisque LIP était une très grosse fabrique à Besançon. Et il démarre dans un milieu horloger qui était fleurissant. Il y avait une trentaine d'industries françaises à Besançon horlogères. Et c'était le plein emploi de l'horlogerie. Il y avait vraiment une construction qui était faite. Il y avait l'horlogerie prédominée sur Besançon. Et malheureusement, l'arrivée du quartz, comme il m'a toujours dit, ça a été une des crises majeures de l'horlogerie en France, parce que à cette arrivée du quartz, forcément, il y a eu beaucoup plus de quartz vendus à ce moment-là, beaucoup moins de mécanique, et malheureusement, on est venu à bout et de LIP à l'époque et de Français Bausch, et tout le savoir-faire, y compris les machines, ce qui est le plus important, est parti du côté suisse ou carrément en Asie, et c'est là-dessus qu'on a perdu tout ce savoir-faire-là. Donc on a gardé le luxe qui nous a permis quand même de tenir. Justement, Réparlux a tenu aussi grâce à ça, grâce au service après-vente de montres de luxe. Mais c'est vrai que malheureusement, sur le plan horloger français pur,
que ce soit le savoir-faire pour faire les mouvements, etc. On l'a clairement perdu d'année en année, jusqu'à ce qu'on essaye au fur et à mesure du temps de renouveler ça, avec notamment les montres de plus en plus Made in France qui arrivent. Mais il y a encore du chemin, mais il y a vraiment un engouement de plus en plus important pour retrouver cette horlogerie française. Ok, est-ce que tu peux juste peut-être, pour les gens qui nous regardent, décrire un peu ce que c'est France Ébauche, pour qui France Ébauche travaillait et qu'est-ce que France Ébauche faisait exactement? Parce que c'est un nom qu'on voit souvent, c'est souvent des bases de mouvements qu'on voit dans des montres plus anciennes. Et est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur cette société? France Ébauche, c'était tout simplement, comme je pense les lecteurs connaissent, le État français, quoi. C'était le fabricant d'ébauche en France. Il y avait une industrie réelle de mouvements. Il développait une gamme de mouvements assez importante, automatique à remontage manuel également. Il y avait vraiment une gamme entière et c'était un mouvement vraiment qui était fabriqué de A à Z. C'est-à-dire que ce soit les ressorts de barillet, les ressorts du spiral, etc., tout était fabriqué vraiment par cette industrie-là. C'était un pionnier de l'horlogerie vraiment dans le monde parce que c'était vraiment exporté, etc. C'était une très grosse industrie. Et tu dis que même le spiral, qui est quelque chose quand même de chiant à fabriquer, était fabriqué en France. Il y avait une usine qui travaillait pour eux, qui s'appelait les Spiraux Français. C'était une usine qui était, à mon grand-père m'a toujours dit, les Spiraux Français, c'était quelque chose d'exceptionnel. À l'époque, on assemblait les montres pour Mati, qui était vraiment, voilà, Besançon, c'était à côté. Hein, et Mati développait avec ça les Spiraux Français et il battait des records de chronométrie réels avec ces Spiraux-là. Il y avait réellement un savoir-faire français avec le mouvement mécanique. Ok. Et peut-être avant de parler de ce retour, j'espère un jour, c'est step by step, on prend ça tranquillement et je pense que c'est la bonne solution, mais on en parlera après. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui du Made in France? J'entends par là que c'est un terme qui est souvent galvaudé, et ça, nous, on a tendance à toujours vous l'expliquer, parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut coudre une étiquette sur un sac en France et dire que du coup, c'est du Made in France, même si le sac a été fait à l'autre bout du monde. Mais en fait, c'est un peu pareil pour l'horlogerie, malheureusement, et on voit parfois on va pas citer de nom aujourd'hui, c'est pas le but, hein, mais on voit des marques qui font du Made in France, mais en réalité, ça peut cacher certaines choses. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot? Le Made in France, comme tu le dis justement, sur l'horlogerie pure, on a, nous, aujourd'hui, le fait d'assembler, donc de mettre le mouvement, le cadran aiguille, même si le mouvement n'est pas fabriqué en France, le cadran, les aiguilles non plus, même le boîtier, le fait d'assembler mouvement, cadran, aiguille dans le boîtier, de le faire dans notre atelier, fait que la montre est Made in France. C'est vrai que c'est pour le consommateur quelque chose qui est un peu tronqué parce qu'au final, il n'y a que de Made in France le savoir-faire de l'assemblage. C'est déjà quelque chose de bien que les gens souhaitent le faire parce qu'ils pourraient tout passer dans d'autres pays et la montre n'aurait vraiment rien de français. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, il faudra quand même à un moment donné donner de la valeur à ce Made in France-là. On travaille en approche avec la fédération pour trouver justement un label qui permettrait à un moment donné de label du fabriqué français ou des choses comme ça qui pour le consommateur serait quand même plus intéressante, je trouve, et montrerait aussi le savoir-faire et justifierait aussi le prix des montres françaises. Ok, et toi en tant que Humbert Rose, quel est votre, je sais que vous avez les savoir-faire, mais est-ce que tu peux expliquer peut-être la façon dont vous garantissez votre assemblage, la façon dont vous faites votre assemblage, qu'est-ce que vous contrôlez, en fait pourquoi déjà assembler en France c'est une bonne chose? Déjà, l'assemblage en France, c'est une bonne chose dans le sens où voilà, on relocalise quand même une bonne partie de la montre. Et nous, ce qu'on met en avant, c'est surtout le contrôle qu'on fait. On s'est équipé de nombreuses machines, que ce soit pour le réglage, que ce soit pour l'étanchéité, et puis aussi tout ce qui est contrôle esthétique, etc. On a vraiment ce savoir-faire qui existe, donc c'est ça qu'on met en avant le plus possible. Ok. Et on en parlait rapidement tout à l'heure, tu disais que vous avez décidé avec la Joux-Perret de prendre le problème de plus du tout de rien faire en France dans un sens, c'est-à-dire de dire, bon pour l'instant on prend un mouvement suisse, on l'assemble en France et petit à petit on va essayer de trouver des pièces par-ci, trouver des pièces par-là, refaire fabriquer et redévelopper une industrie pour savoir faire des calibres et les vendre ensuite à d'autres marques. Mais il y en a qui veulent faire le choix inverse de directement arriver, boum, acheter des machines, etc. Ce qui n'est pas forcément la bonne stratégie, mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Comment tu vois, toi, l'avenir, on va dire de manière concrète, sur le long terme, par quelles étapes nécessaires ça doit passer?
Ouais, je pense que la chance qu'on a eue, sincèrement, c'est que la manufacture La Jouperet nous tende la main. C'est quelque chose d'historique parce qu'une entreprise suisse qui accorde le fait d'assembler ses composants en France, ça n'existe pas. Le Suisse-Med est tellement prédominant que ça n'existe pas. Et je pense qu'à partir du moment où on a cette chance d'avoir une industrie suisse qui fait des ébauches, qui en fait énormément par année, permet de réduire les coûts et permet d'avoir vraiment cette opportunité de pouvoir avancer derrière. Nous, la chance qu'on a eue, c'est ça, c'est que La Jouperet accorde le fait de faire l'assemblage de ces mouvements. C'est la première étape et c'est important. Après, derrière, il faut qu'on continue à y aller progressivement. Moi, j'ai appris aussi, et j'apprends tous les jours dans ce métier, Jean-Claude Degen, le patron, m'a toujours dit, parce que le contrat entre La Jouperet et Imberdro, il ne s'est pas signé en 24 heures. Ça a été long, pas parce qu'il n'y avait pas une confiance, mais parce que le G100, le fameux calibre G100, était encore en phase de test. Et il m'a toujours expliqué, voilà, il faudra du temps pour faire les choses, mais si on veut y arriver, il faut le prendre. Et je pense que de prendre ce problème-là à l'envers, c'est-à-dire de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a du Made in France avec soit des mouvements japonais, soit des mouvements chinois, soit éventuellement des mouvements suisses de temps en temps, mais on a très peu de montres avec un mouvement français. On n'en a pas du tout de mouvement français puisqu'on n'a plus les industries. Donc, plutôt que de se dire, on va se contenter de faire comme ça, que du Made in France comme ça, il fallait trouver une alternative. Et je pense que de déjà assembler un mouvement suisse en France, on a cette première alternative-là, comme on l'a fait d'ailleurs en assemblant les montres en étant Made in France. Mais après, au fur et à mesure du temps, et il me l'a confirmé, il souhaite qu'on réalise des pièces de ce mouvement en France. Donc on est en train de travailler là-dessus, de s'entourer de fabricants qui sont dans la microtechnique, qui ne sont pas forcément dans l'horlogerie, mais qui veulent s'y mettre sur le secteur de Besançon, sur des ponts de Barrières, sur des choses comme ça, au fur et à mesure du temps, qui seront faits en France. Là, on a déjà une première étape dessus, c'est la fabrication des masses oscillantes et les décorations. Ça va être quelque chose qui sera fait sur Besançon parce que les industriels et la région y croient. Et je pense que c'est la meilleure méthode. Je donne aucune leçon à d'autres marques qui ont souhaité faire autrement, mais je pense que si on veut réussir à redorer toute cette horlogerie-là et si on veut réussir avec quelque chose de fiable, c'est surtout ça qui est important, parce que là, on sait que ça fonctionne. Les bureaux d'études suisses, c'est les meilleurs en horlogerie, on le sait. Et si eux nous donnent l'opportunité de faire et de fabriquer avec les plans qui sont validés en Suisse, puis ensuite réalisés en France, c'est la meilleure des méthodes. Ça prendra du temps, c'est sûr, mais il vaut mieux prendre du temps que de dépenser beaucoup d'argent sur un projet qui n'aboutira pas, parce que c'est malheureux, mais il faut le dire, ça n'aboutira pas. On ne peut pas aujourd'hui refaire un mouvement entièrement en France, je suis désolé. L'ensemble des horlogers que je connais et qui connaissent mon grand-père, qui ont 60-70 ans d'expérience, nous le disent, c'est plus possible. Donc il faut reprendre le problème à l'envers, comme les Suisses avaient repris France Ébauche, etc. Nous, on va reprendre, voilà, petit à petit, on va regrappiller un peu cet assemblage suisse en faisant des composants, mais c'est la seule des méthodes qui permettra vraiment d'un jour d'avoir un mouvement 100% français. Mais j'insiste sur le 100% français parce que c'est important. Pour l'instant, c'est impossible puisqu'on n'a pas les industries, mais on y arrivera. Sincèrement, si cette collaboration continue, ça se fera. Ok, du coup, évidemment, même si La Jouperet a eu la gentillesse de faire ce pas en avant vers la France et vers vous, il y a forcément quelque chose de stratégique. Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que d'ici quelques années probablement, c'est eux qui vont investir, peut-être aussi avec vous, pour en fait dans des machines, dans des choses comme ça en France, mais du coup ce sera toujours un partenariat La Jouperet, Imberdrose, mais pour fabriquer des mouvements en France. Donc ouais, ce sera une filiale ou quelque chose comme ça, ce ne sera pas un truc, on va dire... Il faut comprendre un truc, c'est que on a été au label UNESCO, on a été reconnu label UNESCO savoir-faire horloger arc jurassien. Il faut, je pense à un moment donné, arrêter de se dire on n'est que français ou on n'est que suisse ou on n'est que... Non, si on a cette possibilité de faire une alliance avec la Suisse et qui nous aide à le faire, il faut le faire sans hésiter. Il ne faut surtout pas se dire non, on met les Suisses de côté. Les Suisses, ils ont besoin de nous parce qu'il y a 10 à 15 000 personnes qui passent tous les matins en frontalier pour aller travailler chez eux, mais on a besoin des Suisses pour faire un mouvement, nous, de notre côté. Donc, surtout ne pas opposer ces deux pays-là, qui sont des partenaires horlogers, il faut vraiment le dire. Et si on a cette opportunité, justement, d'avoir une industrie horlogère suisse qui veut investir en France, surtout ne pas la refuser et accepter, parce que ce sera ça qui fera qu'on
qu'on redorera vraiment l'horlogerie française. Non, mais c'est vrai que tu as raison, il y a un lien en fait, historique entre la Suisse et la France, en tout cas sur l'horlogerie. Attends, du coup, tu dis que 10 à 15 000 personnes, ça fait à peu près combien de... Je me rends pas compte en termes de volume, mais c'est important pour... Ah oui, bah, de toute façon, nous, à Besançon, on est à 1h15 de la frontière. Quand je me rends en Suisse, sur les premiers, la chaux de fond, etc., les parkings, c'est exclusivement presque des plaques françaises. À la Joux-Perret, il a 85% de son effectif qui est français. Ah oui, bah oui, donc c'est pour ça, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre ces deux pays-là, au contraire. Ils ont énormément besoin de nous parce qu'on est une main-d'œuvre qui est de qualité, etc. Mais il faut qu'on s'appuie, nous, sur eux pour retrouver aussi de l'horlogerie. Donc, surtout pas opposé, et au contraire, si on peut faire une passerelle vraiment importante entre ces deux pays-là, ce sera une bonne chose de gagner pour l'horlogerie. Tant mieux, tant mieux. Vive la Suisse et la France. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme obstacle à ça? Est-ce que tu vois déjà des choses ou quels peuvent être les petits points de friction à ce développement-là sur le long terme? Moi, je pense que le seul obstacle qui peut arriver, c'est que malheureusement, les marques n'adhèrent pas, toutes les marques françaises n'adhèrent pas à ce changement-là. Je pense qu'il va falloir à un moment donné, et Marchlab l'a très bien compris, comme d'autres, qui vont nous rejoindre dans cette aventure-là. Si on ne s'unit pas entre nous en se disant bah oui, mais bon, ils vont vendre plus de monde que nous ou quoi, ou s'il n'y a pas une union vraiment entre les marques françaises, ça mettra forcément beaucoup plus de temps ou bah, ça condamnera le projet. Donc je pense que c'est surtout aux marques françaises de se dire ouais, il y a quelque chose à faire dans ce sens-là, on va tous aller dans le même chemin, on va tous vouloir essayer de montrer aux consommateurs que ben voilà, il y a vraiment un savoir-faire français dans vos montres, et c'est la seule barrière qui pour moi fera que ça se fera pas. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on pourrait se dire que au contraire c'est pas là que ça doit aller, mais sincèrement si, quand il y a des bâtons dans les roues qui sont jetés entre nous, marques, ça peut faire vite du mal, quoi. C'est ça, évidemment. Et puisque du coup, il faut penser aussi aux consommateurs français à la fin, qu'est-ce que ça va représenter pour lui en termes de coûts? Parce que voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se leurrer, comme on a dit, quand une marque de montre dit Made in France et vend des montres à 250 €, il y a peu de chances que le mouvement, le boîtier, le cadran, les aiguilles aient été fabriqués en France, même aucune chance du tout, vous l'aurez compris. Mais demain, il y a l'industrie qui se redéveloppe en France, on refait des mouvements, etc. Est-ce que... qu'est-ce qui va dépendre, qu'est-ce qui va faire que le coût va être intéressant pour les Français? J'imagine le volume peut-être, mais ça, est-ce que plus le volume sera intéressant, plus on aura forcément un coût qui sera diminué. Aujourd'hui, ce qui tue le fait qu'on n'ait pas justement cette industrie-là, c'est qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui derrière du nombre de mouvements qu'on fera ou même du nombre de boîtiers, etc. Le consommateur, c'est sûr que pour le coup, quoi qu'il arrive, pour l'instant, ça augmentera un petit peu les montres, mais soit on se dit qu'on soutient aussi l'horlogerie française et on prend une montre à peine plus chère, mais au moins on sait ce qu'il y a dedans et on sait comment c'est fait, ou alors on prend une montre bon marché, mais ça, je pense que de toute façon il y aura un effort qui sera à faire du côté du consommateur, et comme je disais tout à l'heure, si par contre on a le bonheur qu'il y ait beaucoup d'entreprises ou de marques françaises qui se mettent à faire ce mouvement-là et à s'associer à nous, ça diminuera forcément les coûts. Plus on industrialise, plus les coûts diminuent. Donc, ce sera forcément bon pour le consommateur aussi. Ok, je rebondis sur deux choses que tu as dit là, mais tu disais plus il y a de marques françaises qui le font, ou plus il y a de marques qui adhèrent à ça. Donc, j'imagine que Marchlab, c'était une première étape. Connaissant Alain, je sais que lui, il sera content que d'autres gens le suivent parce que déjà, il montrera un peu le chemin, et puis la marque montrera le chemin, et puis le partenariat montrera le chemin. Mais du coup, tu auras un peu de nous dire qu'il y a d'autres marques qui vont un peu suivre ce train. Oui, déjà, c'est en cours de... Oui, nous, on travaille depuis l'accord avec la Joux-Perret, on travaille étroitement avec d'autres marques. Malheureusement, pour l'instant, le climat fait qu'ils sont un peu fébriles à faire des choix. Mais il y a des marques qui sont intéressées pour ce mouvement-là. On reçoit de plus en plus de jeunes marques aussi qui veulent essayer de se lancer tout de suite avec ce mouvement-là. Et, par contre, ce qui était aussi le deal du départ, c'est que c'était Alain qui avait la priorité, dans le sens où c'est lui qui m'a accompagné dès le départ. Quand j'ai fait l'alliance avec la Joux-Perret, j'avais besoin aussi de volume de mon côté, ce qui était normal, et Alain les a garantis tout de suite, donc c'était normal que ce soit lui le pionnier. Mais il a une mentalité qui fait qu'effectivement, il sera très heureux si d'autres marques suivent, c'est certain. Merci Alain. Bon, écoute, Julien, merci beaucoup pour
pour ces belles paroles. Et, Merci pas à vous ces de belles m'avoir paroles reçu. dans le sens marchand de tapis, mais pour ces belles paroles dans le sens redonner un peu de goût dans le français et y aller étape par étape pour redonner envie aux gens de consommer du vrai français et pas du made in France, en tout cas comme on l'entend aujourd'hui dans le mauvais sens du terme. Voilà, c'était une nouvelle vidéo de la série Heads Up réalisée par Les Rabilleurs. On espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce positif. Et puis tous ceux ou toutes celles qui voudront la chemise de Julien, parce qu'elle est très belle, la broderie est très très belle, envoyez-nous un petit message, il va nous la laisser après. C'est bon. Ouais, Elle voilà. est faite en France. Magnifique. Bon, allez, santé, hein. Et merci encore. Merci à vous.